Alors, j'ai reçu un mail il y a quelques jours, vous voyez la date là, le 17 juillet exactement, donc d'un groupe de frères qui font du business, qui vendent des formations, et donc ils envoyaient un mail pour nous annoncer qu'ils allaient arrêter de vendre leurs formations et qu'ils voulaient nous expliquer la raison de pourquoi ils arrêtaient ce business. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste dire, comme vous voyez, il y a des zones qui ont été cachées, qui ont été noircies. Donc j'ai caché toutes les références des frères en question, leur nom, le nom de leur offre, etc. Pourquoi? Tout simplement dans le but de préserver leur anonymat. Parce que le but de cette vidéo, c'est pas de les critiquer, c'est pas de les blâmer, c'est pas de chercher les rabaisser, nuire à leur business ou quoi que ce soit. Là, je veux juste analyser ce qu'ils disent, réagir, rentrer un petit peu dans le débat, on va dire, et puis en tirer quelques conclusions. Donc, ils ont envoyé ce mail. Donc, comme j'ai dit, ils nous annoncent comme quoi ils vont arrêter de vendre leur pack de formation. Donc là, ils expliquent comme quoi ils ont fait leur choix. Donc, c'est pas très intéressant le début. Puis là, donc, ils commencent à nous dire, donc voilà, la deuxième raison, elle s'appelle le marketing digital et plus largement le web marketing. Certes, cette notion recoupe beaucoup trop d'accès, beaucoup trop d'aspects pour qu'on puisse tout traiter d'un seul coup, etc. Alors, premier point qui reproche au marketing. Le copywriting. Définition, le copywriter a pour rôle d'appeler à l'action. Cela passe par les mots utilisés, le positionnement des boutons d'appel à l'action, la tournure des phrases qui seront plus incitatives. Pour avoir échangé avec les plus habiles d'entre eux, le copywriting est pour eux l'art de manier les mots pour vendre sans jamais dire que l'on vend. Personnellement, quand nous vendons un produit, nous préférons dire clairement que nous vendons ce produit sans passer par mille et une astuces de séduction. Ce point de vue n'engage que nous et nous l'assumons, même si c'est dit de façon un peu maladroite. Nous te mettons en pièce jointe la réponse donnée à un copywriter qui a voulu nous apporter son aide pour mieux vendre. Alors, on verra plus tard dans la vidéo cette réponse. Donc déjà, pour réagir par rapport à ce point-là. Premièrement, il présente le copywriting comme étant l'art de manier les mots pour vendre sans jamais dire que l'on vend. Donc là, il présente ça un petit peu de manière à dire, voilà, c'est une technique qui vise à ruser, c'est un peu malsain, c'est un peu pas éthique, etc. Alors, personnellement, moi, je suis moi-même copywriter. J'ai été formé au copywriting, je me forme en continu depuis 1 an maintenant au copywriting. Je me suis formé avec des références du copywriting en France, notamment comme Stan Leloup de Marketing Mania, Grégory Lagrange de Lifestylers, c'est des noms qui vous parlent. Et dans tout ce que j'ai pu lire et voir sur le copywriting, j'ai jamais entendu cette définition. Vendre sans jamais dire que l'on vend, j'ai jamais entendu cette définition. Voilà, la définition que j'ai appris du copywriting, c'est tout simplement écrire pour vendre. Ou alors, l'art de vendre avec les mots. Mais, le copywriting, c'est tout simplement de la vente à l'écrit. Et on peut faire de la vente en direct par téléphone, en direct en face à face, comme dans des magasins, et de la vente à l'écrit. Et voilà, le copywriting, c'est tout simplement vendre à l'écrit. Ce qui s'appelait, le nom français de copywriting, c'est rédacteur-concepteur. Alors, donc, copywriting, c'est le mot anglais, américain de rédacteur-concepteur. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein, c'est même pas lié à Internet. Le copywriting, c'est pas du tout lié à Internet. Ça existait déjà à l'époque quand ils faisaient ce qu'on appelait le marketing direct. Ils envoyaient tout simplement des publicités dans la boîte aux lettres. Donc voilà. Donc, eux, ils présentent ça comme étant quelque chose qui serait malsain, qui serait un peu malhonnête, etc. C'est juste de la vente. La vente, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme fait du commerce, l'homme fait de la vente. La vente, ça consiste tout simplement à mettre en relation des clients qui ont besoin et avec un produit qui répond à un besoin. Voilà, la vente, c'est juste ça. Donc eux, ils essayent de faire passer la vente comme étant quelque chose qui serait de la tromperie, etc. Donc, 1001 astuces de séduction. Nous, on préfère dire directement qu'on vend, mais quand une personne elle est sur votre site internet, elle est en train de lire votre pub, elle est en train de lire votre page de vente, elle sait très bien que vous êtes en train de lui vendre quelque chose. Elle est en train de se renseigner sur quelque chose pour savoir est-ce qu'elle va l'acheter ou pas. Donc c'est pas tellement un secret, dire qu'on rédige une page de vente, dire qu'on n'est pas en train de vendre en fait. Ensuite, on continue avec le deuxième point, le community management. En d'autres termes, les réseaux sociaux. Tu sais, l'endroit virtuel et volatile où l'escroc peut se faire passer pour une victime et même un bon samaritain et la victime pour l'escroc.
quand tu vends des produits sur Internet, tu ne peux développer ton business sans passer par ces canaux de communication. Et pourtant, le web entrepreneur met en avant l'indépendance de leur activité. Ce qu'il faudrait dire, c'est que tu dois être présent sur les réseaux sociaux pour envoyer des publications afin de te faire remarquer. Et ça, ce n'est même pas vraiment les principes d'indépendance, ce n'est pas vraiment les principes d'indépendance que l'on veut véhiculer chez nous. Alors tu vois les webmarketeurs user de mise en scène matérielle ou physique démesurée, on a failli tomber dans le piège. Ou parfois même user de leur intimité pour attirer l'attention. Alors, deuxième point, ils nous disent c'est le community management, les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, ils commencent à présenter la chose comme étant quelque chose de mauvais, de malsain ou de pas éthique. L'entreprise virtuelle volatile, où l'escroc peut se faire passer pour la victime et même le bon samaritain est la victime pour l'escroc. Mais ce point-là, excusez-moi, mais c'est pas spécifique aux réseaux sociaux. Même au marché, il y a des commerçants qui sont escrocs et qui peuvent se faire passer pour des gentils et des victimes qu'on fait passer pour des escrocs. Dans des centres commerciaux, enfin partout en fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est spécifique à Internet et aux réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux ont peut-être augmenté ce phénomène, mais en soi, c'est pas quelque chose qui est spécifique et qui est lié directement aux réseaux sociaux. C'est des escrocs, réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux. Ensuite, il y a un point que je trouve assez étonnant, c'est de dire quand tu vends des produits sur Internet, tu ne peux développer ton business sans passer par ces canaux de communication. Déjà ça, c'est discutable. Moi, je connais tout à l'heure, je citais Grégory Lagrange, il n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas de faire des millions d'euros de bénéfices par an. Il n'est pas sur Insta, il n'est pas sur Snap, il doit envoyer 3 posts Facebook dans l'année, et ça doit faire 4 ou 5 ans qu'il n'a pas posté une vidéo YouTube. Et sa chaîne, elle n'a pas dépassé les 2000 abonnés. Donc voilà, sans les réseaux sociaux, il arrive à faire des millions. Mais non. Et pourtant, le web entrepreneur met en avant l'indépendance de leur activité. Ce qu'il faut dire, c'est que tu dois être présent sur les réseaux sociaux pour envoyer des publications afin de te faire remarquer. Ça, en fait, c'est un peu la base. N'importe quel business tu veux lancer, t'es obligé de te faire connaître. Si tu veux te faire connaître, il faut faire de la pub à un moment ou à un autre. Que ce soit du démarchage direct ou alors des annonces ou des affiches ou peu importe. Donc moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'ils disent que, sous réserve que pour faire du business sur Internet, tu dois, selon eux, obligatoirement faire des pubs sur les réseaux sociaux, dans ce cas-là, t'es pas indépendant. Mais je pense que la notion d'indépendance, là, elle a vraiment été sortie de son contexte et de sa définition. Quand on parle d'un indépendant, quelqu'un qui fait du business qui est indépendant, ça veut dire que il est à son compte. C'est son propre patron, il gère son business à sa manière, personne lui dit quoi faire, personne lui donne d'ordre, et il rend compte à personne. Mais on peut pas dire que, non, en fait, t'es pas vraiment indépendant parce que tu dépends de tes outils. Ça veut dire le médecin, il dépend de sa capacité à être médecin, alors donc c'est pas un médecin indépendant. Ou le plombier, il dépend de ses outils, donc c'est pas un plombier indépendant. Etc., etc. Donc dans ce cas-là, ça n'existe pas être indépendant alors. Ça n'existe pas faire du business en indépendant, parce que on va toujours dépendre de ses outils, on va toujours avoir besoin de faire de la pub, etc. Donc là, il y a vraiment une notion qui est vraiment, le sens des mots qui est vraiment détourné là dans ce qu'ils disent. Après, tu vois, les webmarketeurs, ils essaient de mise en scène. Alors oui, il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour tromper. Il y a des gens qui trompent sans les réseaux sociaux. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est lié. C'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'il y a des escrocs ou qu'il y a des gens qui trompent en faisant croire qu'ils roulent en Ferrari et qui vivent dans des villas alors que ce sont des simples locations qui ont été faites pour le moment du tournage de leur publicité. Et encore une fois, c'est pas obligé de le faire. On peut utiliser les réseaux sociaux sans faire ce genre de mise en scène. Troisième point qui les pousse à arrêter est le storytelling. Définition, le storytelling est une technique commerciale qui consiste à raconter une histoire, c'est-à-dire à ajouter une dimension fictive et rassurante à l'argumentation de vente. Souvent, les plus belles histoires que chacun s'est racontées, c'est sa propre histoire. Alors tu commences à dévoiler maladroitement des parties de ta vie. Ça, par contre, on est tombé dans le piège dans nos débuts. Tu fais des pages de vente et tu écris des emails en dévoilant certains aspects de ta vie volontairement pour vendre. Encore une fois, nous avons regretté beaucoup de nos écrits. Nous avons rectifié le tir en faisant des emails beaucoup plus impersonnels et beaucoup plus sobres. Nous avons supprimé aussi beaucoup de nos publications. Nous préférons largement l'anonymat. C'est peut-être moins vendeur, mais ça nous correspond beaucoup plus et nous en sommes satisfaits. Alors, le storytelling.
encore une fois, ils continuent dans leur lancée, ils définissent le storytelling avec une définition orientée, très subjective, qui voudrait encore dire que c'est quelque chose de mal, voilà, une dimension fictive. Donc en gros, là, ils disent que t'es obligé de faire du storytelling et t'es obligé de mentir. Voilà. Encore une fois, moi, je suis formé au copywriting. Le storytelling, tout copywriter maîtrise un minimum le storytelling. Il y en a qui vont être plus spécialisés que d'autres, mais au moins les bases du storytelling, elles sont maîtrisées par tous les copywriters. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai pu apprendre les bases du storytelling lors de mon cursus de formation au copywriting. J'ai pas appris qu'il fallait rajouter une dimension fictive. Moi, juste appris, on nous apprend juste comment raconter des histoires captivantes. Comment construire le fil conducteur de notre histoire pour que ça reste, afin de maintenir l'attention, le suspense, etc. et que les gens aient envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Mais à aucun moment on m'a dit, quand tu fais du storytelling, il faut que tu rajoutes des éléments fictifs à l'histoire. Donc ça, encore une fois, je ne sais pas d'où ils sortent ça, pourquoi ils sortent ça. Même le storytelling, en soi, c'est pas une obligation de l'utiliser. Hein. Il y a des gens qui l'utilisent, il y en a qui l'utilisent pas. Pour l'anecdote, j'ai rédigé pour le dernier client en date que j'ai fait une page de vente qui était vraiment pour le coup du storytelling. Et il n'y a pas une seule ligne de mensonge, il n'y a pas une seule lettre, même un seul mot qui est mensonger dans ce que j'ai rédigé pour mon client. Et ça n'empêche pas que tous les jours, grâce à cette page de vente, il a des rendez-vous, il a des entretiens avec des prospects. Donc voilà, on n'est pas obligé de mentir pour faire du storytelling, on peut simplement raconter une histoire. Alors oui, les plus belles histoires que chacun s'est raconté sa propre histoire, c'est sûr que c'est toujours plus facile de raconter sa propre histoire que l'histoire des autres, vu qu'on connaît beaucoup mieux les détails de notre histoire que l'histoire des autres. Tu commences à dévoiler maladroitement des parties de ta vie, t'es même pas obligé forcément de raconter ta vie, hein. Storytelling, ça peut être l'histoire de ton entreprise, l'histoire de ton business, l'histoire d'un client, mais c'est pas obligé de raconter ta vie, et c'est pas obligé d'être fait maladroitement non plus. Ça, on est tombé dans le piège, là on voit toujours leur vocabulaire pour orienter, dire comme quoi c'est quelque chose de mal, mais en quoi raconter une histoire, ce serait forcément quelque chose de mal, ce serait un piège. Après, comme ils disent, ils ont rectifié le tir, ils ont donné des textes où ils se mettaient moins en avant eux-mêmes et leur vie, et qu'ils sont satisfaits. Voilà, c'est la réponse, elle est là en elle-même en fait. Si eux ils ont pas envie de raconter leur vie, d'exposer leur vie, y a pas de souci, ils le font pas. Et ils disent eux-mêmes qu'ils sont très contents comme ça. Quatrième point, l'emailing. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, l'emailing, c'est tout simplement une stratégie d'envoyer des emails à sa base client, à sa base de prospects, toujours dans le but de faire de la pub, de promouvoir ses produits et de faire des ventes. Ta boîte est déjà peut-être submergée d'emails publicitaires. Appelons un chat un chat. En effet, tu trouves dans ces mails ton prénom et tu as l'impression que l'expéditeur du mail te parle personnellement, mais ça reste un email commercial de prospection, envoyé à des centaines de personnes, voire à des milliers ou des millions de personnes pour vendre la même chose. Alors, rien ne t'oblige de mettre le nom de la personne, hein. C'est vrai qu'il y en a qui vont t'apprendre à le faire, mais encore une fois, il n'y a rien qui oblige. Puis même si on met le nom de la personne, en soi, où est le mal? En quoi ce serait malsain, en quoi ce serait malhonnête, en quoi ce serait pas éthique de mettre le nom de la personne dans l'email? Et en quoi ce serait un problème d'envoyer des mails aux personnes pour leur proposer ses produits, et la personne qui veut pas en entendre parler elle peut bloquer l'expéditeur ou tout simplement se désabonner et ne plus recevoir les mails si ça la dérange. Cinquième et dernier point, mais le pire est très répandu maintenant. La masterclass, une sorte d'attrape-nigo. Encore une fois, une parole qui n'engage que eux. Heureusement, nous n'avons jamais pratiqué cette chose. Cela consiste à inviter des personnes à un soi-disant live, conférence en direct, pour apprendre quelque chose et au final, les organisateurs vendent leurs produits et ceux des autres avec une belle commission à la clé. Tu entends ces mêmes personnes dire qu'ils ont un sens de l'éthique dans leur business. Désolé, nous ne partageons pas ces valeurs. Alors la masterclass, avant on appelle ça aussi, toujours d'ailleurs, parfois on appelle ça des webinaires, des lives, des conférences en direct, vous avez compris le principe. Donc, c'est vrai, ils disent, on invite des gens à un soi-disant live. Pourquoi un soi-disant live? Je sais pas. Alors oui, il y a des gens qui sont pas très éthiques, qui font croire, qui vous invitent à une conférence en direct alors que la conférence n'est pas en direct.
mais il y a des gens qui vous disent que c'est une conférence en direct, et c'est vraiment une conférence en direct. Donc c'est pas obligé d'être un soi-disant live. La masterclass, ça peut vraiment être quelque chose en direct. Et il y a d'autres gens qui vous proposent des masterclass sans vous dire que c'est en direct, ils vous disent juste, tiens, inscris-toi ici pour accéder à la masterclass. Pour apprendre quelque chose, et au final, les organisateurs vendent leurs produits. Encore une fois, quel est le problème? C'est toujours pareil, on fait du business. Ça, c'est quelque chose, ça a toujours existé. On fait une conférence, à la fin de la conférence, on fait des propositions commerciales. Il n'y a pas du tout, je vois pas où est le mal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, en tant que copywriter, je suis formé au webinaire, au live, au masterclass, on appelle ça comme on veut. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les masterclass qui ont de meilleurs résultats, c'est les masterclass les plus claires, les plus transparentes. Et donc notamment, ce qu'on apprend dans les bonnes formations copywriting, c'est que lorsqu'on veut faire des ventes comme ça dans des lives, on annonce directement, tout au début, de dire que voilà, on va participer, on va commencer le live, on va commencer la conférence, on va parler de tel et tel sujet, et à la fin, je vous ferai une proposition commerciale. Et ce petit détail-là, il change toute la donne, il change vraiment tous les résultats. Entre la personne qui dit à la fin je vous ferai une proposition commerciale et ceux qui ne disent pas, qui ne l'annoncent pas, les résultats sont totalement différents. C'est le jour et la nuit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est à l'aise, quand on n'a pas de gêne à vendre? On prévient les gens qu'à la fin on va leur vendre quelque chose. Ceux qui sont pas contents, ils peuvent partir tout de suite. Et ceux qui restent jusqu'au bout, ils n'auront pas de gêne à recevoir une proposition commerciale. Après, libre à eux de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Pour conclure cet email, nous ne disons pas que tous ces points sont interdits, heureusement, mais il cache certaines techniques commerciales que le prospect lambda peut percevoir comme malsaines. Et c'est tout à fait compréhensible. Ouais, il y a des gens qui peuvent trouver ça malsain. Après, c'est toujours pareil, il y a des gens qui trouvent que, en fait, dans n'importe quel sujet, il y a des gens qui vont trouver ça malsain. Nous n'aimons pas travailler avec ces techniques. Ça, c'est quelque chose qui leur regarde, C'est pourquoi nous dirigeons nos actions vers plus de transparence et nous mettons fin au pack de formation. En attendant, tu trouveras le détail des 3 programmes ici, et on te dira la suite dans le prochain mail, etc. Promis, pas de storytelling. On va passer à la réponse qu'ils ont fait au copywriter qui s'était proposé à eux. J'ai bien reçu votre travail, vous faites du bon travail, permettez-moi de faire quelques remarques. Alors, les bullet points, c'est les plus promesses, donc c'est quand on va présenter un produit, en général, on va faire une liste avec tous les avantages du produit, tout ce qu'on veut pour présenter le produit. C'est ça qu'on appelle les bullet points. Vous proposez, ne reflète pas vraiment les idées que je veux dégager. Certains s'éloignent d'ailleurs beaucoup. Il est vrai que mes phrases ne sont pas tournées de la meilleure des manières, mais je m'efforce quand même de garder une certaine authenticité et une certaine véracité ou sincérité dans mes phrases. Là, sur ce point-là, j'ai envie de dire, c'est tout à leur honneur. On leur propose quelque chose, ça correspond pas à leur valeur, ça correspond pas à leur image. Ils refusent tout simplement. Voilà, ils prouvent par eux-mêmes qu'ils sont pas obligés de faire des choses qui vont contre leurs valeurs. J'ai fait beaucoup d'études dans le marketing, j'ai appris les techniques de vente que j'utilisais pour devenir un excellent commercial, ce que je suis effectivement devenu. Je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui. Parfois à des personnes âgées, vulnérables. Mais mon côté humaniste et mon éthique m'ont poussé à bifurquer sur l'enseignement. Je suis en effet devenu enseignant en économie et gestion, et devinez quelle option? Commercial. Durant mon ancienne carrière de professeur de marketing, je me suis forcé à rendre l'enseignement de cette discipline le plus éthique possible. Il y a quelque temps, je me suis lancé dans les formations en ligne. J'ai appris qu'il y avait cette notion de copywriting que je refuse d'apprendre pour justement garder ma sincérité et mon authenticité. C'est un sentiment, une opinion personnelle sur laquelle je ne souhaite pas revenir. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est déjà cette notion de, voilà, moi avant j'étais vendeur et je vendais n'importe quoi à n'importe qui, et donc j'abusais de personnes âgées vulnérables. Ensuite il dit, comme c'était pas bien, j'ai arrêté de le pratiquer, mais je suis allé l'enseigner. Je m'efforçais de rendre cette discipline le plus éthique possible, et ensuite, que j'ai appris qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le copywriting. Je rappelle ce que j'ai déjà dit, le copywriting c'est de la vente, puisque c'est de la vente à l'écrit. Je refuse d'apprendre pour garder justement ma sincérité et mon authenticité. En fait, personne n'a dit que quand tu vends, tu ne dois plus être naturel, tu ne dois plus être authentique, tu ne dois plus être sincère. Bien au contraire.
Et les vrais vendeurs, les meilleurs vendeurs, bah, sont les plus authentiques et les plus sincères. Et en fait, le point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu dis « je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui ». Ça, il y a qu'un escroc, il y a que des escrocs pour dire des choses comme ça. Parce que même quand on maîtrise les meilleures techniques de vente qu'on veut, on peut pas vendre quelque chose à quelqu'un s'il n'en a pas besoin, à moins de l'arnaquer. Le seul moyen de vendre quelque chose à quelqu'un s'il n'en a pas besoin, c'est tout simplement de l'arnaquer. Donc oui, si on maîtrise les techniques de vente et qu'on les utilise de manière pas éthique, de manière malsaine, pour tromper et arnaquer les gens, oui, dans ce cas-là, la vente, ça devient pas éthique. Et pareil pour le marketing. Donc là, tout au cours de ces mails, les frères, ils nous disent que voilà, le marketing, c'est quelque chose de malsain, qui est pas éthique, ça correspond pas à nos valeurs, donc on arrête. En fait, la question, c'est pas le marketing, est-ce qu'il est éthique ou pas? Parce que le marketing, c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis que l'homme, il fait du commerce. Le marketing, c'est de la vente, ça fait partie de la vente. Donc depuis que l'homme, il fait du commerce, bah forcément, commerce égale vente. Donc l'homme a toujours pratiqué le marketing. Mais en fait, le débat, ici, il est mal posé. C'est eux qui tournent mal les choses. Ils tournent les choses comme quoi les techniques de marketing sont pas éthiques, alors qu'en fait, c'est comment on utilise ces marketing qui en font quelque chose d'éthique ou pas. Si j'utilise mon marketing pour vendre des choses, des mauvaises choses à des mauvaises personnes, pour vendre des choses aux gens alors qu'ils n'en ont pas besoin, que ça va pas les aider, ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Ok, c'est pas éthique. Mais si j'utilise le marketing simplement de manière à mettre en lien le bon produit avec la bonne personne, à vendre des produits aux gens qui vont vraiment les aider, qui vont vraiment répondre à leurs besoins, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème d'éthique dans le marketing. Parce qu'il faut savoir que la vente, c'est avant tout de la psychologie. Nous, on est des êtres humains, on a des sentiments, on a une manière de traiter les informations, on a une manière de réfléchir, on a une manière de prendre des décisions. Et la vente, pour vendre quelque chose, il suffit pas de dire aux gens « Tiens, mon produit il est comme ça, est-ce que tu le veux ou pas ?» Ça marche pas comme ça parce que les gens ne sont pas des robots. Donc on est obligé de présenter le produit sous certaines formes. Et encore une fois, si on est éthique, on va présenter le produit de la bonne manière, ou plutôt de manière à s'assurer que le produit convient bien à ce que la personne cherche. Et dans ce cas-là, on aura tout simplement aidé la personne à résoudre son problème et la personne sera contente de son achat. Et contrairement, si on n'est pas éthique, bah dans ce cas-là, on va vendre n'importe quoi à n'importe qui, juste dans le but de lui faire prendre son argent. Et là, je rejoins les frères, dans ce cas-là, c'est pas éthique. Mais, encore une fois, c'est pas le marketing ou la vente qui n'est pas éthique, qui ne sont pas éthiques, mais c'est la manière dont on l'utilise. La dernière chose sur laquelle je voudrais revenir dans ce mail, c'est rebondir sur la crédibilité. La crédibilité. Parce qu'en fait, moi, quand je lis ce mail, tout au long de la lecture de ce mail, je vois que la crédibilité des frères se brise tout au long de la lecture du mail. Donc, quand ils nous disent que le marketing c'est pas bien parce que faut faire du copywriting. Le copywriting c'est de la vente. Là, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Il dit ouais, moi-même je faisais de la vente, je trouvais que c'était pas bien, donc j'ai arrêté de le faire, mais je l'ai enseigné. Excusez-moi, pour moi ça c'est pas du tout crédible. Pour moi, ça, c'est un manque de crédibilité. Si tu trouves que c'est pas bien, tu vas pas l'enseigner. Ensuite, bon, on va pas revenir sur le point des réseaux sociaux. Le storytelling. Mais en fait, tout ce mail-là, c'est du storytelling. Donc ils disent que c'est pas bien, faut faire du storytelling, faut raconter des histoires mensongères, mais tout ce mail-là, c'est du storytelling. Donc faut savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. L'emailing, ben là, c'est un mail qu'ils m'ont envoyé. Et ils disent, ouais, faut envoyer le prénom pour faire croire que c'est personnalisé. Ils commencent comment? Ne t'inquiète pas, Nino. Nino, c'est mon prénom. Ils terminent le mail comment? À bientôt, Nino. Donc c'est eux-mêmes, ils utilisent ces techniques-là. Donc ils disent que c'est pas bien et ils l'utilisent. Et là, ils perdent leur crédibilité. Ensuite, le point suivant au niveau de la crédibilité, bah, ils disent de manière générale que le marketing, c'est une chose qui n'est pas éthique, mais encore une fois, ce mail il est rempli de marketing. Parmi les techniques de marketing qui sont utilisées, c'est pourquoi nous dirigeons nos actions à plus de transparence, mettons fin au pack de formation à la fin de l'été. Donc bah déjà, encore une fois, crédibilité. Si c'est pas bien, pourquoi tu le fais, pourquoi t'arrêtes pas tout de suite? Pourquoi tu te laisses jusqu'à la fin de l'été pour continuer? Et ça, c'est une stratégie marketing
consiste à mettre de l'urgence pour dire au lecteur, regarde, c'est bientôt fini, si tu veux l'acheter, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Donc c'est en fait ce qu'on appelle donner une raison d'acheter tout de suite. C'est du marketing. Donc en fait, tout ce mail-là, il est rempli de marketing, alors que eux-mêmes, ils essayent de faire passer le marketing pour quelque chose qui serait mauvais, qui serait malsain, qui serait pas éthique. Et donc, à cause de ça, ils perdent toute leur crédibilité. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd la crédibilité? On perd le capital confiance. Alors que le capital confiance, c'est ça qui permet de développer le business. Parce que pour avoir un business qui se développe bien et qui dure sur le temps, faut développer la confiance entre les clients, les utilisateurs et l'entreprise. Pourquoi toutes les grandes marques, elles arrivent à durer dans le temps? Parce qu'elles ont, au fil des années, ainsi développé cette confiance entre les utilisateurs et eux. Par exemple, Apple, ils ont une base de clients. Pourquoi ils sont fidèles? Parce que ils ont réussi à développer une confiance. Tous les clients, ils savent à quoi s'attendre, ils savent le service qu'ils vont avoir de la part d'Apple, etc. Donc ça, c'est pareil dans toutes les entreprises. Le capital confiance, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est vital pour une entreprise. Et malheureusement, avec ce genre de mail, encore une fois, je dis pas ça pour les blâmer, pour les rabaisser, je fais juste une analyse et je déduis des choses de ce mail en fait. Là, on voit que quand ils font ça, eh ben, ils se contredisent, ils perdent en crédibilité et donc ils perdent leur capital confiance.